L'eau était plus sombre qu'elle n'aurait dû l'être ce matin-là. Pas seulement le brun trouble habituel des marais de Louisiane, mais quelque chose de plus lourd, presque noir, comme si la lumière elle-même était avalée avant de pouvoir atteindre la surface. Sous le quai de Troy Landry, quelque chose d'énorme bougeait, quelque chose qui n'avait pas sa place dans ces eaux, quelque chose qui ne devrait pas exister du tout ici. Lorsque l'équipe l'a finalement dégagé des hommes adultes qui avaient passé leur vie à lutter contre la mort dans le marais, ont reculé dans un silence stupéfait. Ce qui a surgi de l'eau ce matin-là a provoqué un choc dans le bassin de l'Atchafalaya lui-même. C'est ce matin-là que tout a changé. Novembre 14, 2024, 4h30 du matin. L'alarme de Troy Landry perce l'obscurité nette et familière comme des milliers de fois auparavant. Pendant plus de 40 ans, Troy s'est levé avant l'aube, bien avant que le soleil de Louisiane ne transforme le marais en une fournaise suffocante. Son corps connaissait la routine mieux que son esprit ne pourrait jamais le faire. Mais ce matin, il y avait une différence que Troy ne pouvait pas encore sentir, même avec un instinct aiguisé par des décennies de survie. Il enfila ses bottes, versa son café et se mit en route automatiquement, la mémoire musculaire guidant chacun de ses pas. Sur le quai, son fils Chase était déjà réveillé, vérifiant les lignes et l'équipement avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui a grandi, en sachant que le marais pouvait punir l'imprudence sans avertissement. Jacob Landry, le neveu de Troy, arrivait en voiture de la ville. Pickle Witt, le partenaire de chasse de longue date de Troy, avait envoyé un texto disant qu'il était à 10 minutes de route. Tout semblait normal, tout semblait routinier. Il se préparait à une nouvelle journée de chasse à l'alligator, s'attendant aux dangers habituels: alligator agressif, lignes cassées, équipement défectueux, épuisement profond dû à l'un des métiers les plus difficiles d'Amérique. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de ce qui les attendait sous le ponton. Chase a été le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il s'était penché pour vérifier les lignes du bateau quand ses yeux se sont arrêtés sur l'eau et il s'est figé. L'Atchafalaya n'est jamais calme. Les courants se déplacent constamment sous la surface. Les poissons brisent l'eau. Le vent la fait onduler. Mais cette partie près du quai ne se comportait pas comme de l'eau devrait le faire. Certaines zones étaient étrangement calmes. D'autres étaient violemment agitées, comme si quelque chose d'énorme en dessous poussait l'eau vers l'extérieur. Et la couleur n'était pas la bonne. Au lieu de la brume brun-vert habituelle, certaines parties de l'eau étaient devenues presque noires, comme une ombre, avec du poids. « Papa », dit Chase, la voix serrée, ce qui fait bouger Troy immédiatement, « il faut que tu vois ça ». Chase avait été élevé dans les marais. Il avait affronté des alligators de 2 mètres sans sourciller. Il s'était occupé de mocassins d'eau, de tortues serpentines et de toutes les créatures dangereuses que le bassin pouvait lui réserver. Si Chase avait l'air secoué, cela signifiait que quelque chose n'allait pas du tout. Troy a posé le pied sur le quai et l'a senti instantanément. Les planches de bois vibraient sous ses bottes. Subtilement, mais indubitablement. Les piliers enfoncés profondément dans le sol du marais tremblaient comme si quelque chose en dessous les frôlait. Troy avait déjà ressenti des vibrations de ce genre des années plus tôt, lorsqu'un alligator vraiment massif avait élu domicile près d'un quai. Mais ce n'était pas la même chose. Le rythme était faux, erratique, irrégulier, presque frénétique. C'est alors que l'odeur les a frappés. Ce n'était pas l'odeur familière des marais faite de pourriture et d'eau stagnante, une odeur que tous les habitants de la Louisiane ont connue en grandissant. C'était différent, pointu, métallique, chimique. Ça brûlait le fond de la gorge et faisait piquer les yeux. Quand Pickle arriva quelques instants plus tard, il s'arrêta net et demanda immédiatement ce qu'était cette foutue odeur. Personne n'avait de réponse. Jacob est arrivé peu après, accompagné de l'équipe de tournage de Swamp People. Pendant 15 saisons, l'émission a documenté la vie de la famille Landry dans le bassin de l'Atchafalaya. Des prises au record, des incidents évités de justesse, des luttes familiales, la vérité brutale de la survie dans l'un des environnements les plus sauvages d'Amérique. Même les caméramans chevronnés ralentissent à l'approche du quai. Ce sont des hommes qui ont filmé la mort de près des hommes qui ne reculent devant rien. Mais quelque chose dans cette scène les met mal à l'aise. Le silence, l'eau, l'odeur. Troy n'a pas hésité. « Il faut voir ce qu'il y a en bas », dit-il, la voix ferme, avec l'autorité d'un homme qui a gagné le respect à la dure. « Prenez la grosse ligne et les gros hameçons. Quoi que ce soit, nous le remontons. » L'équipage se déplace rapidement, mais les plaisanteries habituelles ont disparu. Tout le monde l'a senti.
Cet avertissement profond et instinctif que les prédateurs ressentent lorsqu'ils rencontrent quelque chose qui dépasse leur entendement. Le marais lui-même était devenu silencieux. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, même le chœur constant des grenouilles avait disparu. C'était comme si tous les êtres vivants de la Tchafalaya retenaient leur souffle. Chase a attrapé les plus gros crochets à alligators qu'il possède, ceux réservés aux monstres. Jacob a commencé à installer le système de treuil renforcé qu'ils utilisent pour remonter les prises les plus lourdes. Pickle a soigneusement disposé les lignes épaisses, vérifiant chaque nœud, chaque connexion 2 fois. Cela n'allait pas être comme tirer un alligator normal. Ce qui était là-dessous avait du poids de la puissance de la présence. Troy se tient au bord du quai, le regard fixé sur une eau devenue complètement opaque. Depuis des années, sa phrase fétiche résonne sur les écrans de télévision. « Tirez-lui dessus », l'appel qui signale qu'un autre alligator a été abattu. Mais au-dessus de quelque chose d'invisible et de massif, ces mots semblaient inutiles. On ne peut pas tirer sur ce que l'on ne voit pas. On ne peut pas tuer ce que l'on ne comprend pas. Alors que le soleil commençait à se lever, une lumière pâle se répandait sur le marais, projetant de longues ombres sur l'eau. Dans cette lueur précoce, la perturbation devenait plus claire. La surface se gonflait par endroits comme si quelque chose en dessous se pressait contre elle, testant la limite mais refusant de la franchir. Pas dans l'incapacité de le faire. Sans volonté. « Quoi qu'il arrive, » dit Troy à voix basse, les yeux rivés sur l'eau, « il faut que les caméras tournent. Il faut que les gens voient ça. » Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé ensuite est si choquant, il faut savoir qui est Troy Landry. Ce n'était pas un chasseur débutant qui paniquait devant l'inconnu. C'était le roi du marais. Un homme qui avait affronté la mort plus de fois que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer et qui s'en était toujours sorti. Troy Arthur Landry est né le 2,1960, à Pierre Part, en Louisiane, au fin fond du pays cajun. Il a grandi au bord de l'eau apprenant à chasser l'alligator auprès de son père, avant même d'être en âge de tenir un fusil. Dès son adolescence, Troy contribuait déjà à la survie de sa famille, chassant l'alligator dans un endroit où les erreurs pouvaient tout coûter. Le bassin de l'Atchafalaya est la plus grande zone humide des États-Unis, près d'1 million d'hectares de cours d'eau enchevêtrés de dangers cachés et de prédateurs de premier ordre. Il abrite certains des plus gros alligators de la planète, 15-16 pieds de long, plus de 1000 kilos. Des dinosaures vivants parfaitement conçus pour tuer. Troy a appris à lire le marais comme une langue. Il savait où se trouvaient les alligators en fonction de la température de l'eau, de la période de l'année, de la phase de la lune. Il savait distinguer ceux qui étaient agressifs de ceux qui étaient prudents. Il savait comment les approcher, comment les appâter, comment leur survivre. À 30 ans, Troy Landry est déjà considéré comme l'un des meilleurs chasseurs d'alligators de Louisiane. Pas par chance, mais parce qu'il est encore en vie. Lorsque la chaîne Histoire a fait appel à 2010, pour trouver quelqu'un qui incarne le cœur du marais, le choix de Troy s'est imposé. Et maintenant, après des décennies de maîtrise de tout ce que l'Atchafalaya pouvait lui lancer, Troy Landry se tenait au-dessus de quelque chose qui faisait hésiter même le roi du marais. Ce qui se trouvait sous ce quai était sur le point de remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur les eaux qu'il avait gouverné toute sa vie. Swamp People a été diffusé pour la première fois en août de la même année et a connu un succès immédiat. Les téléspectateurs étaient fascinés par ce monde qu'ils n'avaient jamais vu par ces familles qui gagnèrent leur vie en chassant des prédateurs préhistoriques dans les eaux les plus sauvages d'Amérique. Troy, avec son épais accent cajun, son enthousiasme contagieux et son expertise authentique, est devenu le visage de l'émission. Shoot Him est devenu un slogan reconnu dans tout le pays. Mais l'émission n'a pas fait de Troy ce qu'il était. Elle a simplement permis au monde de voir ce que les habitants de Pierre Part avaient toujours su. Troy Landry était un vrai professionnel. Pendant 15 saisons, les caméras l'ont filmé en train d'attraper des alligators qui auraient donné des cauchemars à n'importe qui d'autre. Il a remonté des alligators de 3 mètres qui se sont battus si fort qu'ils ont failli faire chavirer des bateaux. Il s'est occupé d'alligators qui s'étaient emmêlés dans des lignes et qui se débattaient avec suffisamment de force pour se briser les os. Il a affronté des taureaux agressifs pendant la saison des amours, lorsque les alligators mâles sont les plus dangereux et les plus territoriaux. Troy a également survécu à des incidents qui auraient pu lui être fatals. Dans 2014, il était en train de remonter une ligne lorsqu'un alligator qu'il croyait mort est soudain revenu à la vie, s'élançant avec des mâchoires qui auraient pu écraser un crâne humain comme une coquille d'œuf. Troy avait esquivé à la dernière seconde les dents de l'alligator, manquant sa tête de quelques centimètres. Dans 2017, le moteur d'un bateau était tombé en panne dans une zone connue pour ses alligators agressifs,
laissant Troy bloqué et vulnérable jusqu'à ce que Chase puisse apporter de l'aide. Dans 2019, Troy avait été jeté à l'eau lors d'une prise particulièrement violente, se retrouvant dans le marais avec un alligator très en colère, et devant se précipiter dans le bateau avant que ses mâchoires ne le trouvent. À travers tout cela, Troy avait gardé sa réputation d'imperturbable. Il n'avait pas paniqué. Il ne se figeait pas à évaluer les situations, prenait des décisions et agissait. Ce calme sous pression lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises et avait fait de lui une légende dans la communauté des chasseurs d'alligators. Troy a également connu des tragédies et des épreuves qui auraient brisé des hommes plus modestes. La mort de son ami Mitchell Gist dans 2012, qui a également été présenté dans Swamp People, a durement frappé Troy. Mitchell est mort de cause naturelle d'une crise cardiaque à l'âge de 47 ans et Troy a parlé de façon émouvante de la perte de quelqu'un qui comprenait la vie dans les marais comme peu d'autres personnes. Il a également essuyé les critiques et les controverses liées à la télé-réalité, notamment les accusations selon lesquelles certains éléments de l'émission étaient mis en scène ou exagérés. Troy a toujours soutenu que même si les producteurs pouvaient mettre en place certains scénarios pour le tournage, le danger était réel. Les alligators étaient réels et la vie qu'ils représentaient était authentique. En novembre de 2024, Troy Landry avait attrapé des milliers d'alligators. Il avait vu tous les comportements, toutes les variations, toutes les surprises que ces prédateurs préhistoriques pouvaient lui réserver. Il pensait avoir fait l'expérience de tout ce que le bassin de l'Atchafalaya avait à offrir de tous les dangers et de toutes les merveilles. Il se trompait. Ce matin-là, debout sur son quai, sentant les vibrations sous ses pieds et sentant cette mauvaise odeur chimique, Troy Landry a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, une véritable incertitude quant à ce qu'il allait affronter. Et pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur la compréhension du marais, cette incertitude était plus terrifiante qu'aucun alligator ne pourrait jamais l'être. L'attraction. Jacob attache le premier crochet à la lourde ligne de treuil, tandis que Chase prépare un système de secours. Ils ne prennent aucun risque. Le quai tremble plus fort maintenant, les vibrations venant en vagues, qui rendent la station debout difficile. Pickle retient l'équipe de tournage, s'assurant qu'elle reste à une distance de sécurité tout en filmant tout. Troy se tient au bord, un crochet à la main, se préparant à sonder l'eau et à localiser ce qui est à l'origine de la perturbation. L'eau est chaude, dit Chase, en testant la température avec sa main. En Louisiane, le mois de novembre n'est pas froid selon les normes nordiques, mais l'eau aurait dû être fraîche. Elle était presque chaude, comme si quelque chose en dessous générait de la chaleur. Troy s'est agenouillé et a plongé sa main dans l'eau, puis l'a retirée rapidement. L'eau n'était pas seulement chaude, elle lui picotait la peau comme si elle touchait un courant électrique à basse tension. Qu'est-ce que c'est que ça, demande Jacob voyant la réaction de Troy. Aucun d'entre eux n'a de réponse. Les alligators ont le sang-froid. Ils ne génèrent pas de chaleur ni de sensations électriques dans l'eau. Ce qui se trouvait là-dessous ne se comportait pas comme n'importe quel animal qu'ils avaient déjà rencontré. Troy abaissa lentement l'hameçon sondant l'eau sombre. L'hameçon était conçu pour attraper les alligators avec une pointe suffisamment aiguisée pour pénétrer une peau épaisse et une courbe qui empêchait l'animal de se libérer. Troy avait utilisé cet hameçon exact pour attraper certains des plus gros alligators de sa carrière, mais maintenant, en l'abaissant dans l'obscurité sous son quai, il se sentait inadéquat comme s'il apportait un couteau de poche dans une fusillade. Le crochet heurta quelque chose de solide à environ 8 pieds de profondeur. Troy recula surpris. 8 pieds n'étaient pas particulièrement profonds pour cette partie du marais. Ce qu'il avait touché était massif, occupant l'espace du fond du marais presque jusqu'à la surface. Troy se repositionna et essaya à nouveau, cherchant un bord, un moyen de placer l'hameçon correctement. L'objet, quel qu'il soit, semblait lisse à certains endroits et rugueux à d'autres. Métallique, pensa Troy. C'est ce que l'on ressent comme si l'on frappait du métal, mais cela n'avait pas de sens. Et le métal n'expliquait pas la chaleur, la sensation électrique, l'odeur chimique ou la fuite de tous les animaux de la région. Troy essaya à nouveau en orientant l'hameçon différemment, et cette fois, il s'accrocha à quelque chose. Il recula pour le fixer, et tout le quai se mit à trembler violemment. Chase s'est agrippé à la rambarde pour ne pas tomber à l'eau. L'équipe de tournage a trébuché en arrière. Pickles a juré très fort en français cajun. Quoi que ce soit, dit Troy, la voix serrée, c'est plus gros que tout ce qu'on n'a jamais remonté. Jacob monte sur ce treuil. Chase, tu es sur la ligne de secours. On fait ça ensemble. L'équipe s'est mise en position. Jacob démarra le treuil, un moteur électrique robuste capable de tirer plusieurs milliers de livres. La ligne se tendit immédiatement, le treuil s'efforçant de supporter un poids bien plus important que prévu.
Troy avait attrapé des alligators de 1200 livres et le treuil les avait manipulés avec une relative facilité. Maintenant il gémissait, le moteur faisait des bruits qu'il ne devrait pas faire. Et ce qui se trouvait en dessous ne bougeait pas. Plus de puissance, ordonna Troy. Jacob ouvrit le treuil à fond et lentement, incroyablement lentement, l'objet commença à s'élever. L'eau autour du quai s'est mise à remuer violemment. L'odeur s'est intensifiée, faisant pleurer tout le monde. Et puis, ils l'ont entendu, un bruit de métal qui grince, comme si quelque chose de mécanique venait de sous la surface. Chase a été le premier à le voir émerger. « Oh mon Dieu », a-t-il dit, sa voix était à peine un murmure. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» L'objet qui a émergé n'était pas un alligator. Ce n'était pas un animal. Il était anguleux, recouvert d'une sorte de matériau sombre qui semblait absorber la lumière au lieu de la refléter. Des bernacles et de la végétation marécageuse s'accrochaient à sa surface, montrant qu'il avait été submergé pendant un certain temps. Mais sous la croissance organique se cachait quelque chose de fabriqué, de construit. Troy regarda incrédule. En plus de 40 ans de travail sur l'Atchafalaya, il avait remonté toutes sortes de choses, de vieux bateaux, des voitures qui avaient été jetés, des équipements mis au rebut et même à l'occasion des pièces d'équipement provenant d'opérations de forage pétrolier. Mais ceci était différent. C'était intact, volontaire conçu, et c'était énorme. Au fur et à mesure qu'il émergeait de l'eau, ils pouvaient voir qu'il s'étendait dans de multiples directions bien plus grands que ce qu'ils avaient d'abord aperçu. « Arrête le treuil !» ordonna Troy. Jacob tua le moteur et l'objet se stabilisa à moitié dans l'eau et à moitié hors de l'eau. Tout le monde resta figé regardant ce qu'ils avaient trouvé. L'équipe de tournage filme, mais même elle semble incertaine de ce qu'elle filme. Pickles s'approche, puis s'arrête lorsque Troy lève la main. « Ne le touche pas, dit Troy. Nous ne savons pas ce que c'est, ni ce qu'il pourrait faire. » L'objet était grossièrement rectangulaire, peut-être 15 pieds de long et 6 pieds de large, d'après ce qu'ils ont pu voir, mais il s'étendait clairement plus loin sous la surface. Il avait des coutures et ce qui ressemblait à des panneaux d'accès. Il y avait des marques, mais elles étaient partiellement masquées par la croissance et la corrosion. La surface avait cette étrange qualité d'absorption de la lumière et de près tout le monde pouvait sentir la chaleur qui s'en dégageait. « Est-ce que c'est militaire ?» demanda Chase. Il se trouvait en Louisiane, non loin de diverses installations militaires et zones d'essai. S'agissait-il d'une pièce d'équipement perdue ou jetée? Mais cela n'expliquait pas pourquoi elle produisait de la chaleur, ou pourquoi elle avait cette sensation électrique dans l'eau autour d'elle. Troy tendit la main vers son téléphone pour appeler les autorités, puis il hésita. Une fois qu'il aurait fait cet appel, il ne pourrait plus rien faire. Quel que soit cet objet, quelles que soient ses implications, il perdrait le contrôle de la situation. Les fonctionnaires du gouvernement se rendraient sur son quai, poseraient des questions, pourraient immobiliser sa propriété dans des enquêtes. Sa saison de chasse à l'alligator pourrait être interrompue. Le spectacle pourrait être affecté. Mais Troy savait aussi qu'il n'avait pas le choix. Ce n'était pas un alligator qui lui appartenait une fois qu'il l'avait attrapé. C'était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de potentiellement dangereux, quelque chose qui nécessitait clairement une expertise au-delà de ce que lui et son équipe possédaient. Tout le monde recule, ordonne Troy. Nous appelons cela. Qu'est-ce qui ne devrait pas s'y trouver? Dans les 2 heures qui ont suivi l'appel de Troy, son quai a été envahi par des personnes qui n'étaient certainement pas là pour chasser l'alligator. Le shérif de la paroisse d'Assomption est arrivé en premier des adjoints qui connaissaient de bien Troy, mais qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils observaient. Puis sont arrivés des fonctionnaires de l'État chargés de la protection de l'environnement, inquiets d'une éventuelle contamination. Puis sont arrivés des représentants des gardes-côtes, même s'ils se trouvaient à des kilomètres de l'océan. Et enfin, juste avant midi, sont arrivés des gens qui n'ont pas voulu s'identifier, se contentant de montrer des documents d'identité fédéraux, ce qui a incité tous les autres à reculer et à cesser de poser des questions. Troy a regardé depuis le rivage son quai devenir le centre de commandement d'une opération à laquelle il n'avait pas le droit de participer. Les agents fédéraux avaient apporté du matériel, des capteurs, des scanners, des compteurs Geiger. Ils avaient établi un périmètre et ordonné à tout le monde, à l'exception du personnel essentiel, de rester à l'écart. Les caméras de Swamp People avaient été coupées. Les images de la matinée ont été confisquées en attendant d'être examinées. Les protestations de Troy sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Il s'agissait apparemment d'une question de sécurité nationale, et ses droits, en tant que propriétaire, n'avaient soudain plus lieu d'être.
Mais Troy avait passé suffisamment de temps dans le marais pour savoir comment obtenir des informations, même lorsque les gens ne voulaient pas les partager. Il était resté à proximité, à écouter attentivement et à rassembler des fragments de conversation qui racontaient une histoire troublante. L'objet n'était pas une pièce d'équipement militaire perdue, il s'agissait de quelque chose de bien plus inquiétant. Un drone, mais pas celui que les civils utilisent ou même celui que les militaires déploient habituellement. Il s'agissait d'un véhicule autonome submersible conçu pour opérer sous l'eau pendant de longues périodes, collecter des données et éventuellement livrer des charges utiles. Et d'après les marques que les experts examinaient, il n'était pas américain. Les implications se sont effondrées sur toutes les personnes impliquées. Un drone de surveillance étranger était installé sous un quai civil dans le bassin de l'Atchafalaya, l'une des zones humides les plus vitales des États-Unis, collectant des informations depuis. Dieu sait combien de temps, à propos de Dieu sait quoi. La côte de la Louisiane abrite d'énormes infrastructures pétrolières et gazières, des canaux de navigation, pour le commerce international des installations militaires. Un appareil comme celui-ci, placé correctement, pourrait recueillir des renseignements sur tout cela. Troy a surpris une conversation qui lui a glacé le sang. Un expert expliquait que le drone semblait être là depuis au moins 6 mois, d'après l'accumulation de la croissance biologique. 6 mois et demi. Cet engin était resté sous son quai pendant toute la saison de chasse à l'alligator, pendant les innombrables fois où Troy et son équipe avaient travaillé juste au-dessus, ignorant totalement qu'ils étaient surveillés ou qu'un objet étranger potentiellement dangereux se trouvait à quelques mètres d'eux. La chaleur qu'ils ont ressentie provenait de la source d'énergie du drone toujours active même après des mois d'immersion. La sensation électrique provenait des radiations électromagnétiques de ces systèmes. L'odeur chimique provenait des matériaux qui se décomposaient lorsque le drone dépassait sa durée de vie opérationnelle sous l'eau. Il était en train de mourir, essentiellement se décomposant d'une manière qui le rendait enfin détectable. S'il était resté fonctionnel, il aurait pu rester caché indéfiniment. En milieu d'après-midi, ils avaient extrait le drone entier, un processus qui nécessitait un équipement de levage spécialisé et une extrême prudence. Une fois sorti de l'eau, sa taille devint évidente, près de 20 pieds de long, 8 pieds de large, manifestement conçu pour la furtivité et la longévité. La technologie visible même pour les non-experts était sophistiquée concernant clairement l'État plutôt que le civil. Jacob, qui avait été autorisé à un accès un peu plus large, parce qu'il était de la famille de Troy, revint avec des informations qui rendaient la situation encore plus troublante. Ils en ont trouvé d'autres, a-t-il dit à Troy à voix basse. Ils ratissent toute la zone. Ils pensent qu'il y a des dizaines de ces choses dans les cours d'eau. Troy se sentait mal. Son marais, sa maison, son lieu de travail depuis plus de 40 ans avaient été envahis par des équipements de surveillance étrangers et personne ne l'avait su. Combien de fois lui et son équipe avaient-ils discuté de leurs itinéraires, de leurs plans, de leurs prises, sans savoir que leurs conversations pouvaient être écoutées? Combien d'informations sur les infrastructures locales, sur les mouvements et les activités des gens avaient été recueillies? Les agents fédéraux commencèrent à interroger Troy et son équipe, posant des questions détaillées sur le moment où ils avaient remarqué pour la première fois quelque chose d'inhabituel, s'ils avaient vu une activité suspecte dans la région, si quelqu'un avait posé des questions sur le marais ou montré un intérêt inhabituel pour leur travail. Troy répondit honnêtement. Il n'avait rien remarqué jusqu'à ce matin-là. Le marais avait semblé tout à fait normal. C'est peut-être là l'aspect le plus troublant. Cette invasion avait été invisible, indétectable, parfaite. Dans la soirée, des équipes de journalistes étaient arrivées alertées par le trafic des scanners et des sources locales au sujet d'une importante opération fédérale sur le quai de Troy Landry. L'histoire commençait à se répandre malgré les efforts déployés pour la contenir. Un drone de surveillance étranger découvert dans les marécages de Louisiane était trop important, trop préoccupant pour être passé sous silence. En quelques heures, l'affaire allait faire la une des journaux nationaux et les docks de Troy allaient devenir le point de départ d'une histoire sur la sécurité nationale et l'espionnage étranger. Troy regardait le coucher de soleil sur l'Atchafalaya, le marais qu'il avait connu toute sa vie, et se sentait soudain étranger et menaçant. Combien de ces drones y avait-il encore? Qu'avait-il enregistré? Qui surveillait les données des voies navigables du Heartland américain? Et le plus terrifiant qu'est-ce qui se cachait dans le marais et que personne n'avait détecté, les secrets du marais révélés. La découverte sous le quai de Troy Landry s'est avérée être la percée que les enquêteurs cherchaient désespérément à faire.
Depuis plus d'un an, les agences fédérales suivaient les anomalies dans les cours d'eau de Louisiane. Des relevés électromagnétiques inhabituels, des rapports de sons étranges, des dysfonctionnements mineurs d'équipements dans les opérations pétrolières et gazières qui ne pouvaient pas être expliqués. Ils avaient soupçonné une surveillance étrangère mais n'avaient pas pu trouver de preuves matérielles. La découverte de Troy a tout changé. Dans les 48 heures qui ont suivi l'utilisation du premier drone, une opération coordonnée de ratissage du bassin de l'Atchafalaya et des cours d'eau environnants a été lancée. L'opération a impliqué les gardes-côtes, les Navy Seals, les unités de contre-espionnage du FBI et des experts en technologie spécialisée. Ils ont déployé des sonars sous-marins, des capteurs électromagnétiques et même des dauphins entraînés à détecter des objets inhabituels sur le lit d'eau. Ce qu'ils ont trouvé a choqué toutes les personnes impliquées. 17 drones supplémentaires ont été localisés dans un rayon de 160 km autour du quai de Troy. 17. Chacun d'entre eux est positionné stratégiquement à proximité d'infrastructures critiques, d'oléoducs de canaux de navigation, de câbles de communication, de zones d'entraînement militaire. Ensemble, ils forment un réseau de surveillance complet qui recueille des renseignements sur les opérations américaines depuis des mois sans avoir été détectés. Les drones varient en taille et en capacité. Certains sont plus petits que celui trouvé par Troy, conçu pour être mobile et couvrir de vastes zones. D'autres sont plus grands, équipés de matériel d'enregistrement plus sophistiqué et capables de rester opérationnels pendant de plus longues périodes. Tous étaient manifestement le fruit d'une technologie de pointe d'opération parrainée par un État et bénéficiant d'un financement et d'une expertise importants. Les enquêteurs ont déterminé que les drones étaient d'origine chinoise et qu'ils faisaient partie d'une vaste opération de surveillance visant des infrastructures américaines essentielles. Le bassin de l'Atchafalaya avait été choisie en raison de son importance stratégique. Elle se trouve au cœur de l'infrastructure énergétique américaine, avec des pipelines et des opérations de forage dans toute la région. Elle alimente également le golfe du Mexique, ce qui la rend idéale pour la surveillance des mouvements maritimes et navals. La découverte a soulevé des questions terrifiantes sur la manière dont les drones avaient été déployés. Ils n'ont pas pu être simplement largués du ciel. Ils ont dû être placés avec soin à des endroits précis, souvent dans des zones difficiles d'accès, ce qui laisse supposer que des agents étaient présents sur le terrain en Louisiane, se déplaçant dans les marécages et les cours d'eau, installant des équipements de surveillance sous le nez de tout le monde. L'ampleur et la sophistication de l'opération témoignent d'années de planification et de ressources importantes. Pour Troy Landry, les révélations sont personnelles. Son dock n'a pas été choisi au hasard. Il était stratégiquement situé à proximité de plusieurs points d'intérêt pour les services de renseignements étrangers. Le fait qu'un drone de surveillance ait été placé spécifiquement sous sa propriété signifiait que quelqu'un avait étudié la zone, identifié son quai comme étant optimale et y avait délibérément placé du matériel. La famille de Troy hébergeait à son insu du matériel d'espionnage étranger depuis des mois. L'enquête a également mis au jour un élément encore plus inquiétant. L'analyse des données stockées par les drones a montré qu'ils enregistraient en permanence des enregistrements audio et vidéo de tout ce qui se passait à proximité. Cela signifie que d'innombrables conversations privées, discussions d'affaires et moments personnels des habitants de la Louisiane ont été écoutés et potentiellement transmis à des services de renseignement étrangers. La violation de la vie privée était stupéfiante. Chase Landry a été particulièrement ébranlé lorsque les enquêteurs ont révélé que certaines des données enregistrées comprenaient des voix identifiées comme étant les siennes et celles de Troy, des discussions qu'ils avaient eues alors qu'ils travaillaient sur le quai. Leurs conversations sur la chasse à l'alligator, les questions familiales et la vie quotidienne avaient été captées et analysées par les services de renseignement étrangers. Il s'agissait d'une violation profondément personnelle, d'une atteinte non seulement à la sécurité des États-Unis, mais aussi à la vie privée de leur famille. La réaction de la communauté a été intense. La colère et la peur se sont emparées de Pierre Parr et de ses environs. Si du matériel de surveillance étranger pouvait être dissimulé dans les marais pendant des mois sans être détecté, qu'y avait-il d'autre? Les habitants ont commencé à signaler tout ce qu'ils avaient remarqué d'inhabituel au cours des derniers mois, des bateaux étranges, des personnes inconnues, des équipements bizarres. La plupart des rapports se sont révélés sans fondement, mais plusieurs ont conduit à la découverte d'autres équipements de surveillance qui n'étaient pas tous d'origine chinoise. L'impact économique a été immédiat. L'industrie pétrolière et gazière de la Louisiane
s'est mise en état d'alerte, procédant à des examens complets de la sécurité de toutes les infrastructures. Les compagnies maritimes renforcent la surveillance des voies navigables et les gardes-côtes intensifient leurs patrouilles. Le tourisme dans le bassin de l'Atchafalaya chute car les gens s'inquiètent de la sécurité et de la surveillance. La découverte a créé un climat de suspicion et d'inquiétude qui mettra des années à se dissiper. Pour Troy, l'après-coup a entraîné des complications inattendues. Son quai est devenu une attraction touristique des gens venant de tout l'État pour voir l'endroit où le drone a été découvert. Certains visiteurs ont été respectueux comprenant la gravité de ce qui s'était passé. D'autres l'ont traité comme un spectacle prenant des selfies et faisant des blagues. Troy s'est retrouvé dans la position inconfortable d'être le visage d'un incident de sécurité nationale qu'il n'avait jamais demandé. Le gouvernement fédéral lui a offert une compensation pour l'utilisation de sa propriété pendant l'enquête et pour tout dommage, mais l'argent ne pouvait pas réparer la violation ressentie par Troy. Son sanctuaire, son lieu de travail, son lien avec la terre et l'eau qu'il avait connu toute sa vie avaient été compromis d'une manière qui a changé sa façon de voir les choses après la découverte. À la fin du mois de décembre, 2024, l'étendue de l'opération de surveillance n'est toujours pas révélée. Le FBI a confirmé que les drones de Louisiane faisaient une partie d'un réseau beaucoup plus vaste opérant dans les cours d'eau de plusieurs États. Des engins similaires ont été découverts en Floride, au Texas et en Californie, tous placés à proximité d'infrastructures critiques ou d'installations militaires. Cette opération représente l'une des plus importantes violations des lois sur le renseignement étranger sur le sol américain de l'histoire récente. Troy Landry est retourné à la chasse à l'alligator, mais tout semble différent maintenant. Il sort toujours avant l'aube, installe toujours ses lignes et vérifie ses hameçons, crie toujours « tirez sur eux » lorsqu'ils attrapent un gros poisson. Mais il y a une méfiance qui n'existait pas auparavant, une conscience constante que le marais n'est pas aussi isolé ou sûr qu'il l'avait toujours cru. Chaque son étrange, chaque vue inhabituelle déclenche des questions qui n'ont jamais été posées auparavant. La 16e saison de Swamp People abordera cette découverte lors de sa diffusion, bien que les détails restent classifiés et que ce qui peut être montré soit limité. History Channel et l'équipe de production travaillent avec les autorités fédérales pour raconter l'histoire de manière responsable tout en respectant les préoccupations en matière de sécurité nationale. Troy a clairement indiqué qu'il voulait que les gens comprennent ce qui s'est passé, qu'ils reconnaissent la vulnérabilité qui existe même dans des endroits qui semblent éloignés des conflits internationaux et de l'espionnage. Chase et Jacob ont tous deux expliqué comment cette expérience avait changé leur point de vue sur leur travail et leur maison. Le marais a toujours comporté des dangers des alligators et des serpents, des conditions météorologiques et des pannes d'équipement, mais il s'agissait de risques naturels, de menaces compréhensibles qui pouvaient être gérées avec des compétences et de l'expérience. Cette nouvelle réalité de la surveillance étrangère et des invasions invisibles représente un autre type de danger que les compétences seules ne peuvent pas résoudre. La famille Landry a maintenant installé ses propres mesures de sécurité des caméras et des capteurs qui surveillent leurs quais et les eaux environnantes. C'est une étrange juxtaposition, l'ajout d'une surveillance de haute technologie à un mode de vie qui est fondamentalement axé sur les compétences traditionnelles et la connexion avec la nature. Mais Troy estime que c'est nécessaire, qu'il faut reconnaître que le monde a changé et qu'il faut s'adapter. L'enquête sur la manière dont les drones ont été déployés et sur les responsables se poursuit. Plusieurs arrestations ont eu lieu des individus qui sont entrés aux États-Unis avec des visas légitimes, mais qui étaient en fait des agents des services de renseignement chargés d'installer du matériel de surveillance. L'ampleur de l'opération suggère qu'il a fallu des années pour la mettre en œuvre et qu'elle a impliqué une coordination importante entre les agents sur le terrain et les responsables à l'étranger. Pour la communauté de Pierre-Part et l'ensemble du bassin de l'Atchafalaya, la vie revient lentement à la normale, mais avec des changements permanents. Il y a une présence accrue des forces de l'ordre, des patrouilles plus régulières sur les voies d'eau, une sensibilisation accrue aux problèmes de sécurité. Le sentiment d'isolement qui rendait le marais spécial, ce sentiment d'être loin des complexités et des menaces du monde moderne, a été définitivement altéré. Troy a été approché par de nombreux médias, désireux de raconter son histoire, par des politiciens souhaitant utiliser la découverte pour des arguments politiques, par des experts en sécurité, désireux de comprendre ce qu'il a remarqué et quand. Il a fait face à tout cela
avec la franchise qui le caractérise, répondant aux questions honnêtement, mais refusant de se laisser entraîner dans des spéculations ou des débats politiques. Il veut simplement chasser les alligators et vivre sa vie. Mais il reconnaît également l'importance de ce qui s'est passé. Lors d'interviews, Troy a souligné que si cela pouvait arriver à son quai, cela pouvait arriver n'importe où. Les zones rurales, qui semblent loin de toute importance stratégique, sont vulnérables précisément parce qu'elles ne sont pas surveillées avec autant d'attention. La découverte a déclenché un examen national de la sécurité des voies navigables et des zones reculées qui étaient auparavant considérées comme non prioritaires. L'impact psychologique sur Troy et son équipage ne peut pas être sous-estimé. Ils ont passé des mois à travailler juste au-dessus d'un dispositif de surveillance étranger en ignorant totalement sa présence. Cette connaissance crée un sentiment de violation et de vulnérabilité dont il est difficile de se défaire. Troy a admis qu'il reste parfois éveillé la nuit en se demandant ce qu'il aurait pu manquer d'autre, quelles autres menaces pourraient se cacher à la vue de tous. Ce qu'ils ont retiré du quai de Troy Landry ce matin de novembre n'était pas seulement un élément de technologie étrangère. C'était la preuve que rien n'est vraiment à l'abri de la surveillance moderne, que même les marais les plus profonds peuvent cacher les secrets les plus sombres. Le roi de l'Atchafalaya a affronté quelque chose de plus dangereux que n'importe quel alligator et le marais ne sera plus jamais tout à fait le même.